On est bien à la formation enseignant à distance avec les maths et les sciences. Comment on fait pour manipuler avec les élèves à distance, autant en maths qu'en sciences? On a travaillé avec Éric et Julie, Fortin et Éric Sauvé, qui sont CP Sciences, CP Maths. Ça a été super intéressant comme développement. Vraiment le fun. J'espère que vous allez en profiter autant que nous. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui va être beaucoup teinté de l'expérience que j'ai eue à l'école virtuelle où j'ai enseigné secondaire 3 et 4. Et je vais reprendre donc beaucoup, soit des idées, des activités que j'ai mis en place, des idées, et c'est dans le but de vous inspirer, bien évidemment. Je vais vous présenter mes coups de cœur parmi les ressources numériques pour permettre d'utiliser, de faire un peu de manipulation à distance, bien qu'on ne remplacera jamais le laboratoire physique. C'est important qu'on puisse mettre les mains à la pâte en sciences. Mais dans le contexte, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous donner quelques pistes. Donc, une première piste, en fait, c'est d'utiliser différents outils virtuels pour faire une amorce. Okay? L'amorce, vous le savez probablement, c'est une petite activité, quelque chose de quelques minutes, 4-5 minutes qu'on va faire en début d'une séquence d'apprentissage dans le but de capter l'intérêt des élèves. Et ça a été démontré, là, je voyais le petit graphique à l'écran, qu'on va tendre plus vite vers les apprentissages souhaités en ayant l'attention des élèves puis en ayant une amorce réussie que pas d'amorce du tout. Et des outils numériques vont permettre de rapidement mettre en place des situations, en fait, qui vont pouvoir capter l'intérêt ou l'attention des élèves. Par exemple, en créant un environnement virtuel dans lequel on aurait difficilement accès au contrôle de certaines variables. Exemple, de couper la gravité dans le simulateur, on ne peut pas le faire sur Terre, ou d'utiliser des produits qui seraient autrement très dangereux, qui sont soit interdits ou soit qu'on ne veut pas utiliser, mais qu'on aimerait faire des expériences avec. Donc, je vais vous faire une petite démonstration avec un simulateur que j'affectionne beaucoup, qui est Algodoo. Donc, ici, je suis dans le simulateur Algodoo. Okay? Et pour démontrer de quelle façon on peut... là, j'ai ma barre. OK. Mettre en place une petite démonstration rapide pour surprendre, en fait, aller chercher peut-être des conceptions erronées des élèves. Et bon, vous connaissez probablement la démonstration assez classique du marteau et de la plume. Ici, j'ai un marteau, puis j'ai une tête, un oreiller composé de plumes. Et si je vous dis on est sur la Lune, ben, lequel va arriver au sol en premier? Donc, on aurait tendance à penser que le marteau, étant plus lourd, va être attiré vers le sol plus rapidement. Alors que ici, dans ma simulation, rapidement, j'ai pu le mettre en place et j'ai subtilement ici coupé l'effet de la résistance de l'air. Donc, en classe, ça serait on ne pourrait pas faire la même chose, mais si je recommence puis que j'active l'air, à ce moment, on va voir la différence entre les deux. Donc, dans les équations de la cinématique, évidemment, je n'entrerai pas là-dedans, l'attraction gravitationnelle n'est pas en fonction de la masse de nos objets. Donc, c'est pour ça que lorsque je désactive l'effet du vent dans mon simulateur, les deux vont arriver au sol exactement en même temps. Ou encore, vous connaissez, vous avez sûrement déjà vu, vous avez sûrement enseigné la colonne de densité, en fait, pour expliquer le fait qu'un objet flotte un sur l'autre. En fait, lorsque la masse volumique d'un objet est inférieure à la masse volumique du fluide dans lequel il est submergé, à ce moment-là, notre objet va flotter. Eh bien, si l'explication pour expliquer la flottabilité était exacte, elle s'appliquerait dans toutes les situations. Eh bien, qu'est-ce qui arriverait si je me trouve dans la Station spatiale internationale où on est en état d'apesanteur et où je coupe la gravité? Eh bien, ma boule de styromousse qui flottait précédemment avec la présence de gravité, si je la place dans mon bassin d'eau, à ce moment-là, elle ne flotte plus. Okay? Donc, elle va se déplacer, en fait, selon les mouvements aléatoires des molécules d'eau. Donc, d'expliquer la flottabilité par la masse volumique
est une explication qui est, on pourrait dire, soit erronée ou soit incomplète. Je vais le dire comme ça. Donc, le simulateur va nous permettre, et si je réactive la gravité, hop, ma boule de styromousse va se retrouver en surface. Donc, le simulateur va permettre de faire des amorces et d'amorcer des discussions, des explications pour aller en profondeur du phénomène. Donc, Algodoo, un simulateur drôlement intéressant, disponible gratuitement sur PC, sur Mac. Il faut l'installer, ce n'est pas une application en ligne. Puis, disponible pour iPad, mais il est payant à quelques dollars. On peut faire de l'optique, mais j'y reviendrai tantôt avec la version pour l'optique. Bon, je vais revenir à mon autre présentation. Donc, question, Éric, la page que tu as faite, est-ce que tu peux il y a la possibilité de la partager avec d'autres? Oui, elle est déjà partagée sur le site d'Algodoo. Si vous tapez mon nom, Sauvé, ou Sauvé, je pense que c'est l'identifiant que j'ai utilisé, vous allez pouvoir la retrouver. Je vous trouve ça, puis je vous mets ça dans le chat. Parfait. Ensuite, pour le restant des exemples d'applications, je vais me coller sur les critères d'évaluation de la démarche d'investigation scientifique, qui est composée donc de 5 critères d'évaluation qui se collent très bien à la démarche. Donc, le premier critère, représentation adéquate de la situation. Est-ce que l'élève est capable de bien comprendre le problème qu'on lui propose? Deuxième critère, est-ce que l'élève est capable d'établir un plan d'action pour résoudre le problème qu'on lui propose? Critère 3, est-ce qu'il est capable de mettre en œuvre donc, son plan d'action? Est-ce qu'il est capable, critère 4, d'élaborer des explications, des conclusions à partir des données qu'il va avoir recueillies de ces manipulations? Puis, critère 5, donc, est-ce qu'il est capable de mettre en œuvre des techniques? Donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on est capable, avec des outils virtuels, de travailler les 4 critères d'évaluation de la démarche du volet pratique. Il n'y a que le 5e critère, donc la maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages, qui, pour le volet pratique, se limite aux techniques. Donc, sans avoir de balance à fléau, par exemple, ben, on ne pourra pas faire travailler beaucoup l'élève sur la technique d'utilisation de cet instrument-là. Donc, c'est le seul critère, en fait, qui cause un peu des bêtes noires, mais sinon, on travaille très bien avec des outils virtuels à travers les autres critères. Donc, d'abord, pour se représenter adéquatement la situation, la CRIGES, en fait, qui est la chaire de recherche sur l'intérêt des jeunes en sciences et technologies, a démontré qu'il y a 4 facteurs qui vont influencer l'intérêt des jeunes face aux sciences et technologies. Et d'ailleurs, la CRIGES a démontré qu'on a un problème en sciences au secondaire. On a des élèves relativement motivés aux sciences qui arrivent en secondaire 1 et tranquillement, ils sont démotivés par les sciences, désintéressés par les sciences au fur et à mesure que les années avancent là, au secondaire. Donc, on a à se pencher là-dessus et la CRIGES a proposé, en fait, dans ses recherches, a trouvé 4 leviers pour motiver les jeunes face à la science et à la technologie. Et le premier, c'est la contextualisation, d'avoir des tâches signifiantes. Et bien, lorsqu'on présente un problème à l'élève, le genre de problème là, où on invente là, un petit scénario, genre ton ami Mario a rencontré telle affaire, c'est pas accrocheur pour les jeunes, il faut se coller sur la réalité. Et je vous invite à aller fouiller des sites comme Curio ou sur YouTube pour avoir des contextes qui vont venir donner de la signifiance aux élèves. Bien, ça, c'est des trucs que vous connaissiez déjà. Ensuite, élaborer un plan d'action. Donc, l'élève, donc, suite au problème qu'on lui propose, va avoir à établir son plan d'action. Qu'est-ce qu'il va devoir faire pour aller chercher des données, en fait, de l'information qui va lui permettre de résoudre le problème. Et mon ami Stéphane, mon ami et collègue Stéphane Coupal, qui lui aussi travaillé à l'école virtuelle, a travaillé avec Jamboard. Je vous montre un exemple. Bref, dans Jamboard, le temps que ça apparaisse, je vais tenter tout de suite de commenter un peu, là. Donc, Stéphane a utilisé des images pour représenter, en fait, là, les différentes manipulations que l'élève a à faire. Et c'est de réorganiser
chacune des images dans l'ordre, en fait que l'élève puisse démontrer en fait les manipulations qu'il va devoir faire lors de l'expérience. Et voyons, c'est vraiment long à arriver, je m'en excuse. Donc, c'est d'aller, l'élève donc a accès, peut déplacer les éléments sur sa feuille et il va pouvoir rapprocher, par exemple, un produit d'un bécher, dire qu'il le verse à l'intérieur dans un premier temps. Dans un deuxième temps, va pouvoir décrire, en fait, là, replacer ce qu'il fait. Et les élèves vont trouver différentes façons de présenter leur expérience. Là, j'ose pas trop aller en montrer d'autres parce que c'est tellement long avant d'arriver. Je m'en excuse. Mais bon, donc de se représenter, en fait, là, sur un tableau blanc, de venir représenter avec des images, quelques mots simples, en fait, là, chacune des manipulations. Bon, ben, on voit ici que l'élève verse une certaine quantité d'eau de javel dans son bécher, va verser du jus de citron, du jus de l'huile d'arachide, va placer une feuille sur un support. Bref, donc chacune des images sont illustrées comme ça. Et on fournit les images à l'élève pour pas qu'il prenne trop de temps lors de l'activité, mais il va venir restructurer en fait l'ensemble de ces étapes pour que ça corresponde à ce qu'il veut bien faire. Bon, je reviens ici. Et un élément que j'ai souligné ici, la CRIGES a démontré en fait que le travail collaboratif, c'est un deuxième levier de motivation face aux sciences et à la technologie. Donc, d'utiliser Jamboard dans un contexte comme celui-là peut être intéressant pour faire travailler les élèves en équipe. Ensuite, troisième levier de motivation, que la CRIGES a démontré l'impact positif, c'est la véritable investigation où l'élève a la possibilité de faire des choix qui vont influencer en fait les résultats qu'il va obtenir. Donc, de faire une investigation scientifique où l'élève va construire lui-même son protocole et obtenir ses données sur la base des choix qu'il va faire. Donc, troisième critère, et c'est vers là que je m'en vais. Donc, comment on peut, à distance ou en fait en virtuel, utiliser les différents outils? Donc, j'ai quelques scénarios à vous montrer. Donc, le premier scénario, c'est en utilisant des environnements simulés, dont Algodoo, donc peut être utilisé. Et il y en a une panoplie d'autres que j'aimerais survoler un peu avec vous, donc qui font partie de mes coups de cœur. Et lorsqu'on travaille avec des simulateurs comme ça, où l'élève a la possibilité de faire des choix, donc de construire un protocole expérimental à l'aide du simulateur. Donc, un simulateur, je mets la précision ici. En fait, faire attention, lorsqu'on est sur un site, il y a, en fait, selon moi, il y a deux catégories d'animation, Flash, HTML5, quoi que ce soit. Il y en a certaines, même s'ils sont interactives, qui vont permettre de vulgariser un concept. Donc, on va avoir des choix très limités, mais qui vont permettre de comprendre un concept scientifique. Et il y en a d'autres, que je vais appeler davantage des simulateurs, qui offrent beaucoup plus de choix à l'élève. Il va pouvoir vraiment avoir le contrôle sur les produits qu'il va mettre, les connexions électriques qu'il va faire, etc. Donc, ils vont être vraiment des vrais simulateurs et c'est vers ça que je veux orienter mon discours. Okay? Et quand on utilise un vrai simulateur, à ce moment-là, pour le critère mise en œuvre adéquate du plan d'action, bien sûr, l'utilisation du matériel, donc une des manifestations du critère, on ne pourra pas l'utiliser. Tout comme les règles de sécurité, il n'y aura pas vraiment de danger à utiliser un simulateur. Donc, ce n'est pas des manifestations qu'on va pouvoir utiliser pour évaluer en fonction du critère de la mise en œuvre, mais l'élève va être capable de consigner des données dans un bon simulateur, de tenir compte des erreurs liées à la mesure, de faire des ajustements dans son plan d'action, puis de refaire des graphiques, des tableaux de résultats, etc. Et je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, en troisième secondaire,
toujours avec AlgoDo, j'ai repris un laboratoire qui se faisait à l'école Curie-Antoine Labelle sur la déviation des ondes lumineuses et qui mène vers, en fait, l'élève à réfléchir sur quelle lunette va être le plus appropriée pour corriger certaines anomalies de l'œil. Donc, ici, je ne rentrerai pas tout à fait dans AlgoDo, mais AlgoDo permet de très bien faire de l'optique. Et ici, ben, dans la tâche, ça va permettre de donner un petit exemple. Donc, j'ai repris presque textuellement un laboratoire qu'on faisait en temps normal, donc à Curie-Antoine Labelle en laboratoire. Mais ici, on va travailler avec l'outil virtuel AlgoDo. Donc, dans AlgoDo, on a des lasers qu'on va pouvoir déplacer. Et ici, ben, je travaille la réflexion sur un miroir. Donc, ici, c'est juste une image. Je ne peux pas vous le manipuler, mais vous pourrez aller voir, je vais vous montrer tantôt où vous allez pouvoir avoir un aperçu un peu plus complet. Donc, l'élève va faire ses manipulations. Donc, la première partie est assez guidée, très traditionnelle. Donc, ici, avec un faisceau de rayons, j'ai placé plusieurs lasers côte à côte et je vais venir déplacer un prisme à l'intérieur du laser, du faisceau, pour que l'élève puisse voir qu'est-ce qu'on obtient. Il va tracer son résultat. Puis, on va commencer à travailler les lentilles. Donc, maintenant, dans le faisceau, on va placer une lentille convergente, lentille divergente. Puis, on va aller vers l'œil, comment ça fonctionne, les différentes anomalies de l'œil. Bref, dans AlgoDo, on va pouvoir faire toute notre optique puis s'en aller vers ici, je commence à traiter là, les différentes pathologies de l'œil. Donc, de voir de quelle façon on peut utiliser un simulateur pour remplacer, en fait, des manipulations qu'on faisait déjà en laboratoire sans devoir tout réécrire une activité. Donc, de reprendre des activités qu'on fait déjà. Donc, c'en est un exemple. Et là, j'aimerais regarder avec vous d'autres simulateurs. Donc là, depuis tantôt, le seul que je vous ai montré, c'est AlgoDo. Dans mes coups de cœur, ben, il y a... attendez un petit peu. Je les avais déjà ouverts. Donc, vous avez ben, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est sûrement pas inconnu pour vous. Donc, c'est un mélange d'animation interactive qui vont être des fois des vulgarisateurs, d'autres fois des simulateurs. Donc, c'est à explorer. Donc, il y en a des très bons, comme exemple un ici sur le pH, que je vais considérer comme l'échelle de pH, un bon simulateur qui vont permettre à l'élève de faire des choix. Donc, de mettre une certaine quantité d'eau, d'en retirer, de mettre un solvant. Bien là, ici, mon solvant, c'est de l'eau. Mais puis de vérifier le pH. Donc, on voit ici, puis on a différents produits. Donc, ça aussi, ça reprend une activité qui est assez classique, mais qu'on va pouvoir le faire à l'aide du simulateur. Un autre simulateur intéressant, la microscopie. Donc, je vais vous montrer tantôt là, au niveau des liens là, où retrouver tout ça. OK? Je sais qu'on a un temps un peu limité, donc j'essaie d'aller vite dans mes explications. Un microscope virtuel où il va être possible d'observer au microscope différentes préparations, des lamelles préparées au niveau végétal, au niveau animal. Puis le simulateur va reprendre, il va être assez fidèle à la réalité. Donc, par exemple, il ne va pas permettre un changement de lentille, donc de grossissement, de passer du 4X au 100X directement. Il va demander à l'élève d'y aller progressivement. Donc, on va reprendre assez fidèlement là, les manipulations telles que ça serait sur un véritable microscope. Donc, par exemple, si je veux regarder une cellule animale, disons d'une araignée, donc je viens placer ma lamelle, c'est placé sur le microscope. On va commencer donc à 4X. Je vais devoir ajuster mon focus grossier.
J'ai mon focus fin, je peux ajuster mon éclairage et je vais pouvoir faire mes observations, puis graduellement monter dans le grossissement. Donc, il y a des préparations pour... en fait, il y a une bonne bibliothèque de préparation dans l'outil virtuel. Ensuite, dans mes autres coups de cœur, GeoGebra, que ma collègue Julie va parler tantôt. Donc, une application qui est beaucoup utilisée pour les mathématiques, et avec raison, c'est un outil très performant. Mais les sciences aussi, les profs de sciences, vous pouvez utiliser GeoGebra. Et ce qui est intéressant dans GeoGebra, c'est la quantité de pages, je ne sais pas comment on peut les appeler, en fait, mais de scénarios qui sont déjà montés par des enseignants. Si je tape optique, exemple, là, je suis sur le site web de GeoGebra, donc je n'ai pas installé l'application. Là, je ne suis pas dans l'application présentement. Donc, j'ai tapé optique, et là, on peut voir des scénarios qui ont été écrits par des enseignants et qui sont partagés. Et je peux aller chercher, donc, par exemple, lentille convergente. Et là, je vais pouvoir faire mes manipulations de façon assez similaire comme si j'étais au laboratoire. Donc, l'optique géométrique, secondaire 3, physique secondaire 5. Donc, il y a des choses intéressantes à aller chercher. Mais là, c'est juste un exemple sur l'optique. Mais GeoGebra va avoir une grande bibliothèque là, comme ça de scénarios de montée. Il suffit juste de chercher avec les mots-clés. Ici, je suis dans Chem collective. Si on veut faire un peu de chimie, donc ça, c'est un outil qui est gratuit, en ligne. Donc, j'ai ici, malheureusement, il est en anglais. Okay? Puis il faut choisir en fait un scénario. Donc là, ici, je suis dans le laboratoire pour travailler les acides et les bases. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de liberté. Donc, je peux choisir mes solutions. Par exemple, un acide fort. On va se gâter, on est en virtuel. Donc, il n'y a pas. Ah, ben oui, OK, on va essayer avec celui-là. Je voulais aller chercher le classique là, du HCl-NOH, là, mais je suis allé trop vite. Donc là, j'ai mon acide. Je vais aller chercher une base forte. Puis, je vais les mettre un dans l'autre. Je vais mettre la totalité des 100 ml donnés. Donc là, on voit clairement réaction exothermique. Et on voit, en fait, à l'intérieur de mon Erlenmeyer ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai un sel qui s'est créé là, avec l'ion sodium Na+, et bromure négatif. Donc, on va pouvoir faire des expériences avec Virtual Lab. Tinkercad circuit. Donc, pour faire des circuits en électricité, il y a dans FET, il y a un circuit pour faire des circuits électroniques. Il y en a un très bon simulateur dans FET, mais je vais vous montrer Tinkercad, qui est très intéressant. Une grosse bibliothèque de pièces électroniques ou tout à fait classiques, telles qu'on l'utilise dans le laboratoire. Donc, j'ai ici un multimètre que je peux utiliser comme mesurer soit ma tension, soit mon intensité électrique. J'ai... ah oui, là, je suis dans les composants de base. Je vais aller chercher tous les composants. Je vais aller chercher une source de tension. Un peu plus bas. Je vais aller chercher... bon, disons une résistance. Et là, je vais faire mon circuit. Donc, je viens de mettre mon appareil en série, donc en ampères, parfait. Je peux démarrer ma simulation et je vais pouvoir faire varier ma tension électrique,
mesurer mon courant électrique. Donc, il suffirait que je vienne ajouter un voltmètre dans mon circuit, puis je pourrais travailler la loi d'Ohm. L'élève peut aller chercher ses données, colliger ses données, faire le graphique comme il ferait au laboratoire. Donc, Tinkercad circuit. En fait, c'est le même outil qu'on utilise pour les dessins 3D, mais donc, il y a toute une interface qui est faite pour la simulation de circuits électroniques. Donc, mes coups de cœur que je vous ai présentés ici, vous allez les retrouver sur ma page web. J'ai mis le lien dans la présentation. Donc, dans la section simulateur, j'ai mis, puis il y en a d'autres que j'ai pas eu le temps, que j'aurais pas le temps de présenter. Donc, Algodoo, FET, Stellarium pour simuler le ciel. Au premier cycle, on voit l'astronomie. Donc, il y a des trucs intéressants à faire avec ça. Schème collective, GeoGebra, physique, simulation, encore là, c'est un petit peu plus des, comment je pourrais dire, des vulgarisateurs, mais il y a quelques simulateurs ici sur ce site web-là. Physique à l'école également, un beau compétiteur à fait. Il y a beaucoup d'animation puis de simulation à l'intérieur de physique à l'école. Ça, je vous l'ai montré. Puis, je ne peux pas faire autrement qu'avoir un petit mot sur Chemist. C'est vraiment mon application coup de cœur, mais malheureusement, elle est disponible uniquement pour tablette, donc iPad, puis elle est payante. Mais une école qui décide elle est payante à quelques dollars, 2-3 dollars. Donc, une école qui décide d'installer l'application sur son laboratoire mobile de iPad dans l'école pourrait faire des activités avec Chemist. Je vous ai montré une petite vidéo pour présenter l'application. Je vais juste vous en montrer quelques petites séquences dans le vidéo. Il me reste combien de temps, les amis? Une bonne quinzaine, Ah, OK. J'ai plus de... Je me stressais beaucoup. C'est bon. On va aller chercher. Bon, donc là, Maryse me dit que vous n'allez plus entendre le son. Là, ici, en fait, là, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est qu'on a une bibliothèque là, de verreries de laboratoire. On a une bibliothèque de produits chimiques et elle est très, très vaste. Là. Vous voyez, là, c'est juste une partie là, des éléments. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai mélangé du sodium dans tout simplement un bécher rempli d'eau. Donc, une réaction très exothermique. Donc là, j'utilise un thermomètre pour aller mesurer la température de ma solution. Là. Le sodium n'est pas vraiment en solution, mais on voit que la température a dépassé le 100 degrés. pH très, très basique de mon eau. Donc, j'ai pu faire des manipulations qui maintenant sont interdites dans nos laboratoires et ça se fait donc en toute sécurité et assez rapidement. Et ici, je vais vous montrer un peu plus loin dans la démonstration un autre classique. Donc, dans 2 béchers remplis d'eau, j'ai dans un mis de l'iodure de potassium. Donc là, ici, on le voit je suis en train de faire la solution. Puis dans l'autre, je vais mettre du nitrate de plomb. Donc, démonstration très classique. C'est sûr que si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir voir le vidéo de la réaction quand on l'a fait live là, avec les produits. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir avoir cette liberté-là dans le simulateur, là, de mélanger là, autant de produits et de voir en fait là, le résultat de la réaction qui est très, très bien simulé. Donc, mon nitrate de plomb. Et là, ben, il reste à mélanger les 2 béchers. Donc, je vais mettre les 2 béchers un dans l'autre. Ah, je mesure ma température initiale, vérifier que ma réaction, vérifier si elle va être exo ou endothermique. Je vérifie mon pH initialement. Et là, je vais mélanger mes deux.
Coupe! Et voilà, le super précipité jaune qui vient de se créer. Donc, une réaction là, assez spectaculaire. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le même impact que quand on l'a fait live, mais ça reste quand même drôlement intéressant de pouvoir faire ça dans le simulateur. Donc, il y a pour quelques... pardon. Mon site, oui, ici. Donc, pour quelques applications web ou pour appareil, là, je vous ai mis là, des présentations, des vidéos de présentation pour en apprendre un petit peu plus sur l'outil. Je vais continuer à bonifier pour les différents outils. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de le faire pour tous, mais je vais en rajouter. Pour GeoGebra, en fait, j'ai mis une auto-formation. Donc, c'est des documents que j'ai faits avec Éric Berthiaume, qui, je pense que à l'ACS, je ne sais pas s'il y a plus crack que lui au niveau d'utilisation de GeoGebra. Donc, prof de maths, la dernière fois que je l'ai croisé, il a enseigné à Saint-Maxime, mais la dernière fois que je l'ai croisé, il était à Mont-de-la-Salle. Et donc, avec lui, on a fait des documents pour que les profs de sciences puissent s'approprier l'outil GeoGebra. Et donc, on a fait 4 documents, donc qui sont en train d'apparaître ici. Puis, les documents guident pas à pas sur comment faire différentes applications à l'intention des sciences. Donc, comment préparer l'environnement de GeoGebra pour qu'il soit adéquat pour faire des sciences. Donc, comment faire pour des graphiques, puis exporter nos graphiques. Donc, un document qui va guider aussi, encore là, pas à pas. Vous excuserez mon écran, c'est vraiment long à apparaître. C'est une connexion Internet. Comment faire des animations dans GeoGebra. Et puis, on fait l'exemple de l'animation de la Terre et du système Terre-Lune. Donc, la Lune qui tourne autour de la Terre pendant que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, on fait cette simulation-là dans GeoGebra. Et comment faire ici, en fait, là, à l'aide d'une situation où on va mesurer la quantité de pluie dans une région en fonction de la croissance des anneaux dans une plante. Donc, on essaie de modéliser, en fait, la relation entre les deux. Donc, comment faire, puis analyser des données. Donc, comment faire nos graphiques, puis de les modéliser. Donc, un autre guide là-dessus. Donc, vous pourrez explorer ça. Donc là, présentement, je l'offre en auto-formation, mais éventuellement, je pourrais l'offrir en formation là, live lorsque le temps va me le permettre. Puis, Arduino, Science Journal, dans les cellulaires, on a tous dans nos poches une panoplie de capteurs. Donc, accéléromètre, dans un cellulaire, on va retrouver un accéléromètre, capteur de luminosité, capteur de son. Donc, on peut tous utiliser un magnétomètre pour le champ magnétique. Donc, on peut utiliser ces capteurs-là pour faire des sciences. Et l'application, donc, Arduino Science Journal, une nouvelle version en fait de Science Journal qui est proposée par Google, va nous permettre là, de débloquer puis d'utiliser à nos fins chacun des capteurs qu'on retrouve dans un cellulaire. Donc, faire des différentes prises de mesure peut être drôlement intéressant. Et Vidéophysique, une application qui est assez différente de toutes les autres, et je vais prendre quelques minutes pour vous la présenter. Donc, à partir d'un vidéo explicatif qui dure quand même 5 à 10 minutes, là, donc je vais juste vous en montrer des petits bouts, puis je vais vous commenter là, les séquences qu'on va regarder ensemble. Donc, la façon que le logiciel fonctionne, donc, va permettre de filmer une séquence d'un mouvement, puis de l'analyser image par image pour après ça travailler les données. Donc, ici, l'exemple que j'ai fait, en fait, je vais grossir un petit peu. Bon. C'est que j'ai tout simplement fait tomber une balle. Donc, c'est la séquence que j'ai filmée et je vais le... Oh,
la partir pour vous le montrer. Bon, donc on voit ici la balle que j'ai relâchée et qui tombe, et c'est la séquence vidéo que je vais utiliser. Donc ici, deux façons qu'on pourrait utiliser l'application, soit qu'on a des séquences préenregistrées par l'enseignant, où l'élève va juste utiliser la séquence vidéo et faire son traitement des données, ou encore l'élève pourrait enregistrer sa propre séquence avec le iPad et puis après ça, faire l'analyse. Donc là, le choix, en fait, de une ou de l'autre des approches va dépendre là, de l'intention de l'enseignant. Et ici, donc, si j'avance un petit peu dans mon vidéo, donc, dans la vidéo, il y a deux choses qu'on vient faire avant de faire l'analyse proprement dit. C'est venir placer l'origine. Donc, il y a un axe qu'on vient déplacer. Puis, on vient mettre ici, vous voyez que j'ai collé 1 mètre de référence. Le logiciel va utiliser ça pour bien connaître les distances sur la vidéo. Donc, d'un point de là à là, je suis capable de dire au logiciel que ça mesure 1 mètre. Et ensuite, on va venir placer des points. Je vais avancer un petit peu. Donc, avec la cible qu'on a, on va venir placer des points, et image par image, et ça va placer un petit point rouge. Donc, au départ, voilà. Bon, donc, sur une séquence qui dure une fraction de seconde, en fait, je vais pouvoir analyser là, au moins 24 points. La plupart des appareils vont filmer au moins avec 24 images par seconde, souvent un peu plus. Et à partir des coordonnées des points, donc, je vais pouvoir traiter mes données. Donc, ça, c'est les données brutes que j'ai obtenues, mais je peux aller dans une autre application que je suggère dans les vidéos. Et on va pouvoir venir modéliser donc, nos points. Donc, ici, j'ai obtenu mon déplacement en Y, pardon, en fonction du temps. De la position, je peux déduire la vitesse. Et de la vitesse, je vais déduire l'accélération. Et ici, avec un petit vidéo fait maison, donc la pente de mon graphique, j'obtiens une pente de moins 10,06 et l'équation, en fait, du mouvement, donc la pente de mon graphique va correspondre à l'accélération gravitationnelle qui est de moins 9,8, celle qui est scientifiquement acceptée. Donc, avec une petite manipulation, là, un petit logiciel, puis une vidéo vite fait, j'ai obtenu une valeur très, très, très proche de 9,8, donc ce qui est scientifiquement accepté. Donc, comme quoi, on peut faire des trucs drôlement intéressants avec les différents outils numériques qui nous sont proposés. Bon, ça ici, ça va être beau pour ça. Je vais revenir à la présentation.